a grandi avec sa grand-mère, la famille est importante pour elle. Son nom, Magali Berda. Elle a créé un métier, elle a même inventé le métier de l'influence. Et un jour, tout s'écroule. Un homme, sur les réseaux, a décidé de s'en prendre à elle. Mais c'est mal la connaître, puisqu'elle s'est réinventée tel un phénix. Elle est remontée, elle est devenue une femme, une guerrière, une mère, une battante. Elle a su se réinventer, faire d'elle un modèle pour un nombre d'hommes, de femmes, de jeunes femmes. Et c'est elle qui m'a donné envie de la recevoir, puisque pour moi, elle représente tout ce qu'il y a de très inspirant. Puisque c'est une personne que je connais dans la vie, que je respecte, que j'aime. Magali est là. Et c'est une vraie guerrière, une amazone que je reçois. Bonjour. OK, je sais pas quoi dire. Bah oui, puisque tu C'est t'es très émouvant, dis donc. mais oui, tu t'es Je reconnectée à m'attendais une pas vraie à ça, là, j'étais dans mon téléphone en vitesse. tu t'es Waouh! reconnectée à ta vérité, j'ai envie de dire, Magali. Bah, peut-être, ouais. Ouais, c'est Ouais, ça? ouais, merci déjà pour tous ces gentils mots. Non, c'est la vérité puisque Merci, ma Rachel. non, ce podcast, c'est une manière de se réinventer et c'est ce que tu as fait, j'ai l'impression. Oui, on peut le dire, ouais. Bah, j'étais obligée, en fait, parce que c'était J'ai bien résumé? Merci beaucoup. C'est gentil, ouais, on est obligé de repartir à zéro, donc il y a un moment donné où dans la vie, il y a des choses qui se passent où on n'a pas le choix. Donc soit on crève, soit on avance, quoi. Alors toi, tu as eu un parcours, mais tellement bouleversant. On s'est connus, il y a quelques années et tu me dis on se connaissait à peine. On avait fait, quelques émissions, sur des PMP ensemble et tu me dis: «Moi, quand j'ai divorcé, la première chose que j'ai faite, j'ai refait refaire mes seins». Ouais, c'est Ça a vrai. été genre une libération et tu Ouais. étais la reine de l'influence. Moi, c'est un univers que je ne connaissais pas et ce que j'avais remarqué chez toi, c'est ta générosité. Tu étais, tu vivais, la belle vie, tu étais heureuse, tu me racontais, ta grand-mère, tu me parlais de ta Ouais, c'est vrai. grand-mère Ouais. et ce qui m'impressionnait, c'était ce changement de vie chez toi. Tu m'as expliqué tout de suite, ce changement de vie, c'était tes seins Ouais. et c'était une sorte de délivrance, mais Ouais. surtout cette vie que tu avais dans le sud de la France, de travailleuse. Tu travaillais, avec ta famille, mais tu as découvert ce métier exceptionnel de l'influence. Ouais, je sais pas quoi dire à tout ça. Bah, explique-moi ce Bah, nouveau j'avoue monde, que c'était, l'Eldorado, là, je le sais pas, j'ai des phrases des fois qui me sortent, c'est très spécial. Je sais pas, en fait, je réfléchis pas vraiment à ce que je dis et oui, pour moi, le fait d'avoir fait mes seins, c'était un nouveau départ. C'était, j'avais vécu pas mal d'années de frustration auparavant, et j'avais besoin d'un renouveau. J'avais besoin de je sais pas, de me sentir, waouh et je suis allée chez le chirurgien, je lui ai dit: «Écoutez, je veux des faux seins, mais je veux des vrais faux seins, c'est des gros faux seins». Et là, le chirurgien me regarde et il me dit: «Mais en général, les filles me demandent des trucs très naturels, la mode en ce moment, c'est vraiment, que ça se voit pas». Ah, j'ai dit: «Mais moi, j'aime pas suivre les modes, je veux des faux seins, je veux que ça se voit». Et il m'a fait des faux seins, il était assez surpris. Mais c'est vrai que c'est ce qui m'a fait, c'est ce qui m'a ça m'a donné la force, ouais. Je sais pas comment t'expliquer ça. c'était pour moi un ovni et en même temps, ce que je trouvais fou, c'était cette générosité. Tu étais là comme une, tu étais là sans être là. Tu étais avec ton téléphone et tu offrais. Tu étais généreuse, tu étais en train de une femme d'affaires et tu étais heureuse de voir les gens heureux. Ouais. Bah, j'ai toujours été heureuse de voir les gens heureux et moi, j'ai toujours fait profiter les gens qui sont autour de moi de ce que je pouvais avoir. Parce que, pour moi, l'argent n'a pas de valeur. Donc en fait, d'ailleurs, ça peut être une qualité comme un défaut. Mais, pour moi, quand j'ai, en fait, bah, je sais pas, c'est normal, puis en fait, j'aime kiffer. C'est-à-dire j'aime le kiff, j'ai toujours été élevée comme ça avec ma grand-mère. C'est le kiff, le kiff, voilà, pas de frustration. Donc c'est pas une question d'argent, ni de somme, ni de tout ça, c'est une question de quand on vit et on se sent libre et quand même on a beau dire ce qu'on veut, l'argent amène une certaine liberté, bah, on n'a pas de frustration. C'est pas le montant, je sais pas si tu vois ce que je veux dire? C'est le fait de se sentir pas, pas limité, donc je peux être très heureuse, sur une île, déserte avec un bout de noix de coco, si à ce moment-là, j'ai rien envie d'autre et que c'est cool et comme je peux être très heureuse dans un palace parce que, ben, à ce moment-là, j'ai envie d'être dans un palace et comme je peux dormir dans un petit hôtel mais qui où je en fait, je veux juste me sentir bien, tu vois?
À ce moment-là de ta vie, tu avais créé un métier qui n'existait pas. Tu étais devenue agent d'influenceur Ouais, et tu as explosé le game. ouais. Tu as créé, quelque chose de nouveau. Ça a été un moment, flamboyant de ta vie, tu étais devenue, la star et un jour tout bascule, et là le cauchemar arrive. Est-ce que tu te souviens du jour exact, comment ta vie a basculé? C'était le 17 mai 2022. Alors déjà cette société, elle a prospéré, elle a explosé. C'était pas un one shot, c'était pas parce que c'est important de le dire, enfin c'est un vrai business qui apporte beaucoup de choses et qui était nouveau, qu'il fallait réglementer et cetera. Donc c'est vrai qu'il y avait un vrai sujet, que j'avais soulevé déjà, hein, plusieurs fois. Ça a duré pendant 6 ans, donc c'est 6 belles années. De hauts et de bas, de mouvements, enfin voilà, de kiff, de bonheur, de tristesse, tout ça, bref, comme partout et au bout de 6 ans, ouais, c'est 17 mai 2022, c'était le premier er tweet, de Booba, contre moi, mais je pense que je n'avais pas anticipé et je ne réalisais pas encore ce qui allait m'arriver parce qu'on peut pas, en fait, c'était pas envisageable, Tu tu as pas vois? mesuré Non, l'ampleur? jamais, jamais. Mais après ça a dégringolé très vite, hein. Parce qu'il lui a fallu que quelques jours pour, me mettre dans une spirale, où en fait toute sa communauté m'est tombée dessus et là j'ai commencé à être, broyée, tu vois? Être, asphyxiée, de trucs terribles, de terreurs, de menaces, d'actes, tu vois? De publier mon adresse, et cetera. Donc c'était pas que des messages, tu vois? Ça allait plus loin, et ça s'est fait en quelques jours. Donc et c'est parti sur des milliers et milliers, je pense que c'était toutes les secondes, tu vois? Toutes les secondes, ouais. Est-ce que tu as eu, des soutiens? Est-ce que tu as eu des personnes qui t'ont protégée, qui t'ont aidée ou est-ce que tu as été jetée en pâture et Non, j'ai été abandonnée? complètement jetée en pâture. C'est ce qui a marqué mon histoire et je pense qu'aujourd'hui, avec le recul, avec le temps, avec ce qui se passe dans la procédure judiciaire, avec tout ce qui est dévoilé au fur et à mesure, que les gens découvrent, je pense que c'est ce qui fait que les gens aujourd'hui comprennent beaucoup mieux ma situation et mon histoire parce que j'ai été complètement jetée en pâture. Mais alors pourquoi l'affaire Magali Berda? Parce que du Ouais. il y a un sujet. Ouais, il y a un vrai sujet, mais il y a plusieurs sujets. Il y en a pas qu'un, malheureusement, autour de mon affaire. Il y a plusieurs sujets autour de mon affaire. Il y a un côté, politique, il y a un vrai côté politique et il y a un côté, harcèlement, il y a un côté sexiste, il y a un côté antisémite, il y a un côté, ce monde des médias, ce monde du people, il y a plein de choses, il y a plein de côtés, tu vois? Et c'est ce qui, je pense, a passionné tout le monde, malheureusement, parce que c'est devenu, malgré moi, une série pour les gens, tu vois? Les gens nous regardaient comme si c'était un clash. Même les journalistes, sur certaines grandes chaînes de médias, j'étais obligée de les reprendre en disant: «Mais je vis pas un clash, moi je suis pas dans un clash les gars. Je suis dans un harcèlement profond, très grave, enfin, je suis pas dans un clash, moi je connais pas cette personne». Donc un clash, c'est quelque chose où tu te disputes, mais moi j'ai pas de enfin, faut mettre les mots sur les mots. C'est pas quand ça vous arrange qu'il faut mettre les bons mots, tu vois? Donc voilà. J'aimerais aussi que les gens te découvrent dans ce podcast tel que tu es, Magali, parce que justement, à Oh, cette c'est é compliqué, j'ai plusieurs personnalités dans non, non, parce qu'à cette époque, tu étais, dans cet univers d'influenceurs avec des personnalités, il y avait Nabila, il y avait, alors parce que moi je les connais pas toutes, hein, il y avait mais va Maëva, et ensuite ça alors c'était l'amour et le désamour, ça a été très compliqué. Mais c'est vrai que c'était un univers, très sulfureux. ouais. Et toi, haute et en couleur avec ces tenues, moi j'ai eu des fous rires avec toi dans, Dans TPMP TPMP. People. On a eu, des moments, très, très, très Ouais, rigolos toutes les 2. Et c'est vrai que bon, la télé, on joue des personnages. ouais. Mais moi, j'aimerais que les gens découvrent ton humanité. Et moi, je vais donner un exemple. Parce que c'était, je pense que c'était cet été où, en effet, il y avait ces tweets, et c'était terrible, cet acharnement. Et moi, les réseaux sociaux, c'est pas Ouais. tellement mon univers. Et donc quand je découvre, cet acharnement, on échange ensemble et c'est les vacances et je vois, je suis très surprise que les féministes ne te Non. soutiennent pas et je ne comprends pas que personne ne te soutient. Donc spontanément, je fais un tweet où je t'apporte mon soutien. Mmh. Et là, tu me réponds tout de suite, tu me dis: «Chérie, supprime ça, supprime, ils vont se jeter sur Ouais. toi, tu ne mérites pas ça, enlève-le, ça ne sert à rien». Déjà, moi, je les ai sur le dos, n'y va pas. Tu me demandes d'enlever ce tweet, Ouais. pour pas qu'on tombe dessus. Alors déjà, je ne sais pas tweeter, alors je mets 2 heures pour l'enlever, le tweet. Mais donc,
je le supprime, mais parce que tu insistes. Mmh. Tu aurais pu dire: «Bon, qu'elle y aille, comme ça au moins, j'en ai un peu moins sur le dos». Ça exprime, ta personnalité. Tu ne voulais pas que, Tu je le feu. voilà. Bah, parce que c'était violent. C'est-à-dire que, tu vois, il y a 2 journalistes dans cette période assez compliquée, donc qui a duré 2 ans. J'ai eu un lynchage médiatique. J'ai eu des journalistes qui se sont mis sur mon dos, qui voulaient plus me lâcher. C'était des vampires. Ils me prenaient à la gorge, c'était pour me crever le sang, quoi, tu vois? Et les journalistes s'alliaient à Booba. J'ai découvert des choses qui sortiront un jour ou l'autre, hein, bien sûr, parce que, de toute manière, je vais en écrire un bouquin et il faut que ça sorte et ça sortira, mais autant au moment où je me sentirai, tu vois? Mais c'était violent et il y a 2 journalistes qui ont eu un peu de courage aussi, qui ont fait des articles qui étaient, très, réels, tu vois? Qui étaient très, elles se sont faites lyncher, harceler elles-mêmes par Booba. En fait, tout ce qui m'apportait soutien, c'était un carnage et les gens après, je savais même plus comment les regarder, tu vois? Parce que tu te dis: «Mais» et tu as besoin que les gens t'apportent du soutien, un peu d'affection, un peu d'amour, tu vois? C'est vital. Mais d'un autre côté, tu te dis: «Mais ces gens-là, ils vont crever, quoi». C'est inhumain, tu vois? Mais et vraiment et quand je te dis inhumain, c'est que les 2 journalistes qui sont quand même des journalistes et des femmes qui sont armées, Costaud, armé, tu ce vois? genre de Et ben, ça a été très compliqué pour elles. Il y en a une qui a dû, fermer son compte Twitter. Il y en a une, ils ont attaqué sa sœur. Enfin, tu vois, Booba, il a affiché sa sœur, tu vois? C'était terrible. Alors comment tu as pu gérer justement ta famille, ton entourage? C'est là où je te dis, tu as ce côté phénix, ce côté battante, ce côté guerrière puisque ça a duré des années. Je sais qu'en plus ta famille, vous avez vécu des moments personnels, d'autres moments difficiles. La fatalité ne vous a pas épargné, Mmh. mais tu as continué à te battre. Donc voilà, changement de vie personnel, professionnel, c'est totalement dans ton ADN. Comment tu as géré ça, toi? Bah, en fait, je pense qu'il y a un côté survie en moi, mais depuis que je suis née, tu vois, ça fait partie de mes tripes et Il y a de ton mon instinct. éducation, voilà, de mon instinct. C'est dans mon ADN, j'ai envie de te dire, même je ne sais pas. C'est mes ancêtres, c'est mon histoire, c'est l'histoire de ma famille Et où trouves-tu cette force? et puis je la trouve à l'intérieur de moi, chez moi. En fait, hem je sais même pas, tu vois? Ça c'est mais oui, moi, je pense que j'ai ma grand-mère, tu vois? J'ai ma tante, j'ai ma grande-tante, j'ai mon grand-père, enfin, j'ai des gens qui sont au-dessus de moi parce que j'ai un côté à la fois très spirituel, tu vois? Mais je sais qu'il y a des gens avec moi et qui me poussent à aller de l'avant, tu vois? Donc bien Est-ce que la sûr, religion fait partie de ta vie? Est-ce que oui. la méditation? Est-ce que tu, Alors pas la méditation, je médite pas, je suis pas du genre à prier, tu sais, comme les autres. Enfin moi je fonctionne pas comme ça. Je prie, n'importe quand. Moi, ça m'arrive de parler dans mon miroir à ma grand-mère, tu vois? Et je sais qu'elle m'entend et cetera, tu vois? C'est, j'ai un côté très je pense que j'ai une puissance extrême dans enfin, de toute façon, j'ai une histoire spirituelle, je l'ai racontée dans mon premier livre avec, l'ancêtre de mon grand-père qui est un grand saint, de la religion juive et qui m'a légué quelque chose, tu vois? Parce que ma vie n'a été faite que d'extrêmes et un jour, un grand rave m'a dit: «Tu n'auras que des extrêmes dans ta vie, c'est soit tu vas couler, soit tu vas exploser et tu ne vivras que des situations comme ça». Mais il me l'a dit ça, j'avais 21 ans, tu vois? Et donc j'étais très loin de ce qui s'est passé après et en fait, effectivement, ma vie a été faite que de ça, que de puissance, négative ou positive, tu vois? Donc je lutte constamment, pour être plutôt dans le positif que dans le négatif, mais il m'arrive des choses qui sont incompréhensibles, des histoires que tu racontes aux gens, ils te disent: «Mais c'est pas possible, c'est toujours toi, de toute façon, tu as toujours un truc, quoi». Bah ouais, en vrai, j'ai toujours un truc. Ouais, alors justement, tu as toujours un truc, mais est-ce qu'il y a des pièges Ouais. que tu as réussi à éviter ou que là tu te dis: «Mince, j'arrive pas à les éviter ces pièges» Ouais. dans ta success story? Non, tu peux pas, il y a des choses, pour moi, tout est écrit, tu vois? Donc tout est écrit et à la fois tout se fait en fonction de ton comportement. C'est, je crois je crois en la vie, tu vois? Donc je me dis, même si des fois j'ai eu des moments où j'avais plus envie de la vivre cette vie de merde, tu vois? Parce que c'était trop dur, mais à la fin tu te dis: «Finalement, tu as bien fait de tenir parce que regarde aujourd'hui, on se relève, on arrive à avancer, on reprend de la force». Et il m'arrive encore des choses aujourd'hui qui sont encore exceptionnelles, enfin, mais même ça, enfin, le fait de se relever de tout ça,
C'est pour moi un miracle, tu vois? Donc c'est encore une fois la preuve que qu'il y a quelque chose autour de moi et je peux pas manquer de respect à cette force qu'on m'a donnée. Donc je dois la saisir et je dois, bah, continuer à avancer et je dois continuer à faire encore plus gros, tu vois? C'est, donc j'y vais dans malgré tous les problèmes que ça peut m'en coûter, malgré tous les soucis, les nuits blanches, les mal au ventre, les angoisses, les crises d'angoisse que je me prends, régulièrement et elles doivent me passer. Mais tu viens de le dire, les maux de ventre, les angoisses, les moments où tu as eu des doutes, tu as une famille, tu as eu des incertitudes, des périodes, de grands doutes, Grande fatigue. de grande fatigue morale. Heu, il y a des instants de vie où tu n'arrives pas à te lever, à Mmh. avancer. Ce harcèlement, tu as été soutenue par quand même certains politiques qui à un Très moment peu. Mmh, très peu. ouais. Qui t'a soutenue? Hem, Est-ce que tu peux donner des noms de personnes ou est-ce que, tu n'en as même pas le souvenir? si, j'en ai le souvenir, j'ai eu, une discussion autour du cyberharcèlement avec, Brigitte Macron qui a été très forte, très, très forte, qui m'a donné beaucoup, beaucoup de force. Hem Et c'est une femme qui a subi beaucoup de choses aussi, hein, beaucoup d'injustices, sur les réseaux sociaux. Les gens, s'en prennent à elle sur plein de choses. Donc c'est quelqu'un qui, je pense, a compris pas mal de ma détresse et 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 voilà, c'est une personne, Qui a su t'entendre? qui aura mon respect à vie, parce que, sans rien attendre en retour. Parce que elle au moment où j'étais le plus «sale», entre guillemets, où personne voulait s'approcher de moi parce que personne voulait se faire, prendre en grippe par Booba, tu vois? Et toute sa meute. Donc beaucoup de politiques, se sont éloignés de moi alors qu'au début, c'était tout l'inverse, tu vois? Et c'est là où tu te dis le combat contre le cyberharcèlement à la base et l'harcèlement tout court, hein, l'harcèlement scolaire, l'harcèlement, le cyberharcèlement, c'est d'isoler une victime. C'est de prendre une personne, de la rendre sale, de faire en sorte qu'elle soit seule et qu'elle se suicide. C'est ça le harcèlement. C'est de tellement lui taper dessus que la personne n'arrive plus à vivre. Donc l'objectif de tout ça, c'était et aujourd'hui il y a des condamnations, il y a des mises en examen, donc c'est pas du vent, c'est réaliste. C'est le dossier où il y a eu le plus de condamnations judiciaires, je crois, dans le monde, tu vois? Donc c'était c'est quelque chose de très grave, tu vois? Et on m'a rendu exactement ce qu'on voulait, c'est-à-dire sale. Heu, Brigitte Macron, à ce moment-là, mmh, communique avec moi. Moi, je demandais pas, comme je t'ai dit à toi, je demandais pas d'avoir des soutiens, sur le devant de la scène parce que j'avais compris tout de suite que ça allait être, ingérable pour la personne et ça allait être gratuit, méchant et déjà, j'avais du mal à subir ça pour moi. Alors prendre la responsabilité de me dire: «Tu vois, toi, tu vas subir un cyberharcèlement à cause de moi parce que tu m'as défendue», j'arrivais même pas à l'assumer, tu vois? Donc ne dis rien devant. Mais derrière, de recevoir un petit message, d'avoir un petit mot d'amour qui va te permettre à ce moment-là, ce jour-là, de tenir le coup et de pas te foutre en l'air, tu vois? Il y a eu très peu de gens qui ont fait ça. Tu y as pensé? Bien sûr, mais il y a eu très peu de gens qui ont fait ça. Et Brigitte Macron, elle l'a fait sans rien et regarde aujourd'hui, l'histoire s'est retournée. J'ai été blanchie, j'ai été relaxée. Bouba mis en examen, il est placé sous contrôle judiciaire. Apparemment d'autres personnes en cours. 28 personnes condamnées à de la prison. 7 là qui vont être, condamnées certainement, j'attends un délibéré encore aujourd'hui. 7 de plus qui ont été interpellés, donc ça fait 35 personnes. Hem, c'est le moment pour les politiques de dire: «Ah ben» tu vois? Et Et en pourquoi fait ce silence alors justement? Parce que tu es une femme? non, Parce aujourd'hui ça va mieux, mais au moment où j'étais sale, il y a effectivement très peu de personnes qui m'ont envoyé ce petit message qui a fait que je tienne. Donc c'est pour répondre à ta question, pour te dire oui, Brigitte Macron, Gérald Darmanin, qui était à l'époque ministre de l'intérieur, parce que j'avais des problèmes de sécurité. Moi, j'ai été complètement, menacée de mort, de décapitation, de lapidation, mes adresses divulguées plusieurs fois. J'ai dû déménager 4 fois en 1 an. Ma voiture massacrée, mon bureau massacré. J'ai dû travailler dans un appartement chez moi, enfermée, tu vois? Donc j'ai eu des graves problèmes de sécurité, hem et c'est vrai qu'à ce moment-là, le ministre de l'intérieur, ben, tu sais, il on a beau mais ils l'ont pas fait pour s'exposer. En fait, ce que j'ai apprécié, c'est qu'ils s'en sont jamais
vantés, ils se sont jamais, tu sais, tu as des gens Mis en avant oui, pour, tu as des gens qui utilisent un dossier pour, moi, c'était ce petit message dont j'avais besoin pour survivre, tu vois? C'est ça qu'ils m'ont apporté. Mais je crois qu'en politique, oui, alors Sandrine Rousseau aussi, elle est venue à un de mes procès, hem, Élisabeth Moreno. est-ce que c'est ça qui t'a aussi donné l'idée de te réinventer, en tant que femme, professionnellement? Parce que du coup, on te retrouve là où on ne t'attendait pas. Magali Berda est passée, derrière le micro, et aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, eh bien, tu donnes la parole aux politiques. Ouais. Est-ce que, ça t'a donné cette petite idée là, cette petite voix qui t'a dit: «Bah, voilà, je vais aller les interviewer, leur poser des questions»? Non, parce que je l'ai fait avant le cyberharcèlement et je pense que c'est ce qui m'a coûté très cher. C'est ça aussi peut-être qui Oui, je pense que oui, parce que moi, pendant 6 ans, j'étais, ça se passait très bien. Tu le sais, enfin, j'étais, comme tu oui. l'as dit, j'étais au max, on va pas se mentir et quand j'ai commencé à vouloir aller plus loin dans ma vie et essayer d'évoluer et j'ai eu l'idée de faire ces immersions politiques avec les candidats à la présidentielle, que je les ai tous eus, que j'ai été une des seules à avoir Emmanuel Macron et à ce moment-là, je connaissais pas Brigitte Macron pour répondre à toutes les rumeurs qui font qu'on disait que j'étais la protégée d'un tel, c'était faux. Je ne la connaissais pas du tout. Je l'ai rencontrée la première fois lors de l'interview d'Emmanuel Macron, tu vois? Et donc les gens, c'est pour te dire qu'ils sont dans des fantasmes des fois et donc j'ai jamais si j'avais été protégée, crois-moi que j'aurais pas été aussi, bas dans ma descente aux enfers. Donc bref, et je pense que comme j'ai fait un peu la une de tous les médias institutionnels à ce moment-là et tu le vois dans des interviews que j'ai faites où d'office je me fais attaquer. Par exemple, je me souviens de cette interview chez Ruquier avec, une dame qui est une je sais plus comment elle s'appelle, qui me descend littéralement. «Mais comment osez-vous faire des interviews politiques? Comment osez-vous dire que vous ne votez pas?» Tu vois? Elle me parle de trucs, je dis: «Mais pourquoi vous m'attaquez comme ça?» Moi je en fait, tu avais l'impression que des fois tu voulais leur voler la place et que du coup, ils voulaient ta mort quoi, tu vois? C'est-à-dire que ce que tu avais réussi à faire, c'était la frustration de certains et ils me rentraient dedans tout le temps et 15 jours après Emmanuel Macron, enfin l'interview d'Emmanuel Macron, Booba s'est mis sur mes côtes, c'était 15 jours après et là, son attitude si sexiste, si rabaissant, si harceleur, si humiliant, était relayée par les médias institutionnels en mode: «Bravo à Booba» et là j'ai dit: «Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Comment, en France aujourd'hui, on peut applaudir un homme qui diffuse des fausses sextapes de moi alors que toute la journée vous nous bassinez dans les médias, le revenge porn, le machin et cetera, les politiques, le harcèlement». «Ah, Magali Berda, pardon, j'ai plus de réseau, je peux pas écouter». Marlène Schiappa: Pardon Magali Berda, j'ai plus de réseau, je peux pas vous écouter». Et tu dis: «Mais attends, le lendemain tu fais un plateau sur le cyberharcèlement». Mais pourquoi? Mais en vrai, parce qu'il y a 2 attitudes. Il y a l'attitude politique des gens qui sont forts et vrais et qui s'affirment quoi que ça leur en coûte, parce qu'ils sont dans la politique et qui veulent faire bouger les choses, ce que j'ai eu avec certains dont je t'ai cité tout à l'heure. Et puis tu as ceux qui sont juste bons pour aller sur des plateaux télé, quoi. Pour choisir leurs victimes et se dire: «Alors attends, cette influenceuse-là, elle est plutôt cool, elle a une belle image, donc allez hop, je vais faire un petit tweet sur elle. Magali Berda, ah, Booba, la piraterie, les fans de Booba, les procédures qu'on lui a mis, les accusations qu'on lui a mis, non, trop sale pour moi, j'y vais pas». Alors je suis obligée de te poser une question parce que sinon, je ne serais pas, honnête. Cyril Hanouna, est-ce qu'il t'a soutenue? Tu as travaillé avec lui? Alors Cyril Hanouna, j'ai envie de te dire, j'ai certains points sur lesquels je peux te dire que Cyril m'a vraiment soutenue et il y a certains points sur lesquels je peux te dire que Cyril ne m'a pas du tout soutenue. Donc c'est très compliqué par rapport à Cyril parce qu'il y a des choses qui font que je peux pas lui taper dessus quand même, parce que ce serait trop facile et je rentrerai pas dans ce jeu, mais il y a des choses sur lesquelles je l'ai haï, mais je l'ai aimé. Donc C'est «Je t'aime moi non plus». non, c'est des attitudes où je pense et j'ai eu une discussion avec lui parce que je lui ai dit à Cyril: «Il y a des choses que tu as fait, que tu m'as blessée». Parce que Cyril, c'était ma famille, mais il y a des choses sur lesquelles il a fait qui m'a sauvée. Donc je pense que malheureusement et c'est ce que j'en ai conclu, hem, tu peux pas retenir que le mauvais de quelqu'un.
tu dois aussi retenir le bon. Et moi, Cyril a fait des choses pour moi que personne n'a jamais fait dans ma vie, tu vois? Mais il a fait des choses aussi que je n'oublierai jamais en pas cool, tu vois? Donc c'est c'est très paradoxal, mais contrairement à ceux qui ont rien fait du tout, j'ai envie de te dire, voilà, bon. J'ai l'impression que cette expérience traumatisante t'a tellement changé. On te sent, mais en effet, différente. Il y a une maturité, il y a une autre Magali Berda. Est-ce que, à toutes ces personnes-là, est-ce que tu leur pardonnes? À Cyril, à ceux qui t'ont pas tendu la main. Je parle pas de Booba, bien évidemment, mais Ouais. à ceux qui n'ont pas répondu présent. On sent, il y a une, j'ai envie de dire, une sorte de maturité, une sorte de profondeur chez toi, une sorte de gravité qu'il y avait pas avant. Bah, Il y avait la Magali légère, spectatrice de ta vie. Là, il y a une gravité qu'il y avait pas. oui, oui, je leur pardonne pour 2 raisons. La première, c'est que je me dis et j'ai appris à comprendre que la difficulté dans le harcèlement et le cyberharcèlement, c'est que c'est une violence qui est invisible. C'est-à-dire que toi, tu prends les coups, des coups qui sont malheureusement, pour pour souvent et beaucoup trop mortels. Mortels, hein. Pour moi, le cyberharcèlement, c'est un meurtre. C'est criminel. La personne ne s'arrête pas jusqu'à ce que tu crèves. Donc c'est criminel. Donc mais les gens en face de toi, parce que tu n'as pas de bleu, ne voient pas ta souffrance et ta détresse. Donc finalement, est-ce que tu dois leur en vouloir à eux? Et ça, je me suis posé cette question, tu vois? Et aujourd'hui, j'arrive avec le recul à le comprendre et à relativiser les choses. Ensuite, ceux qui m'ont pas tendu la main, je leur pardonne, oui, parce qu'à leur place, me prendre les coups de Booba, j'aurais pas eu envie de me les prendre. Si toi, tu t'étais fait harceler, alors après moi je suis un peu guerrière, mais quand c tu sais, moi j'ai une cliente à moi, ils ont mis le feu devant son magasin. Son magasin, c'est toute sa vie. C'est aussi ce qui fait vivre sa famille. C'est aussi ce qui donc tu vois, je peux pas, avec le respect que j'ai pour elle et l'affection que j'ai pour elle et c'est une cliente à moi, j'ai aidé cette marque à s'élever, à se faire connaître. Je peux pas lui souhaiter de prendre le feu chez elle, tu vois ce que je veux te dire? Donc je comprends qu'elle ait pas fait des tweets sur moi ou qu'elle ait pas pris des stories sur moi ou qu'à un moment donné, elle a arrêté de travailler avec moi parce qu'en fait, elle a été ils ont mis le feu devant son magasin parce qu'elle travaillait avec moi. Ils l'ont affiché sur Twitter, ils ont tagué chez elle: «La piraterie, est toujours là», tu vois? Hein? Et ils ont mis le feu. Donc, à un moment donné, tu peux pas en vouloir aux gens. Ce serait trop facile, pareil, de dire ça, d'en vouloir à tout le monde. Et puis aussi, j'ai, aujourd'hui trouvé cette paix intérieure parce que j'ai appris à me connaître grâce à tout ça. J'ai appris à connaître l'humain et en fait, je me dis: «Mais tu veux que je me mette en guerre avec tout le monde?» Enfin, si je dois aujourd'hui me focaliser sur une personne, une personne, et ben, alors, je vais pas vivre dans la haine moi, j'ai envie de vivre tranquille, tu vois? J'ai envie de retrouver mon sourire, de vivre bien, de vivre heureuse, épanouie. J'ai eu un miracle de m'en sortir. C'est un miracle que je sois pas morte aujourd'hui. Donc je crois pas que je vais vivre avec la haine, donc je leur en veux pas. Je passe à autre chose et maintenant que je me relève et ben, j'en trouve aujourd'hui sur mon chemin qui parce que Booba, entre guillemets, alors même s'il s'est pas vraiment arrêté parce qu'il a quand même continué à faire des tweets, mais quand même, c'était beaucoup moins virulent. Puis les condamnations qu'il y a eu sur les 28 ont apporté beaucoup de morale à certains qui se sont arrêtés, parce qu'ils ont eu peur. Il y a un apaisement. Il y a un apaisement. Donc moi, j'ai repris des forces. J'ai réussi à tu imagines, on a sauvé notre société, ce qui est on était morts. On a ressuscité, je veux dire, c'était incroyable. Tu vois, aujourd'hui, on a signé on a récupéré plein d'influenceurs qui sont revenus, qui m'ont dit: «Bah, tu sais Mag, moi aujourd'hui, en ayant vu tout ça, bah, je suis fière d'être revenue chez toi et aujourd'hui, je suis fière de te retendre la main parce que tu travailles, mais pendant que tu travaillais plus, il fallait que je mange» et ils ont raison. Enfin, je peux pas leur reprocher ça. Est-ce que ce métier existe toujours? Bien Est-ce sûr, que plus que jamais. Il est magnifique ce métier et il est extraordinaire ou est-ce que tu vas le réinventer autrement? mais bien sûr qu'il faut faire les choses différemment. Il faut évoluer, il faut prendre en considération plein de choses, il faut changer le modèle économique, il faut changer, plein, plein de choses et ça fait, des mois qu'on y travaille et aujourd'hui, ça paye puisque on a sauvé la boîte. Tu imagines qu'elle est sortie de la procédure d'observation du redressement judiciaire. On a eu un plan de paiement qui a été accepté par le tribunal. C'est énorme, il y a une entreprise sur 5 qui arrive à passer ce cap. Et dans l'état dans lequel on était, nous particulièrement médiatique, parce qu'en plus les entreprises qui ont du mal, entre guillemets, quand c'est pas médiatique, tu vis ta tristesse déjà difficile, seule au fond de ton lit.
Mais nous, c'était exposé, surexposé, amplifié. Je veux dire, c'était horrible à vivre. Je le souhaite à personne, tu C'est vois? quoi ton conseil, ton mantra, ton secret pour justement être combative comme ça, pour y arriver? Mais je pense qu'en fait, il faut juste pas se poser de questions et surtout pas écouter les gens. Alors moi, ce qui m'a arrangé dans cette histoire, c'est que je me suis retrouvée toute seule avec mon mari. C'est-à-dire qu'on a vraiment, comme tu le sais, on a été oui, tout le monde est parti, à juste titre, je le comprends, mais on s'est les amis, s'en vont aussi, hein, tu sais, avant, ils venaient manger chez toi tous les soirs ou au restaurant avec toi tous les soirs, puis du jour au lendemain, ces amis-là, ils sont plus là, tu vois? Enfin, plus personne qui vient le soir chez toi, hein, pour te voir si tu vas bien, tu vois? Juste pour te tenir la main. Mais le fait que je me suis retrouvée toute seule à un moment donné, bah, c'est ce qui fait que du coup, c'est une énorme force parce que tu n'écoutes plus les gens et du coup, tu ne cherches plus à comprendre et tu traces ta route, quoi. Parce que le problème quand on avance dans la vie, c'est que tu as des petites voix, tu sais, les petites pipelettes, moi je les appelle, qui viennent, qui disent: «Mais tu peux pas faire ça, mais tu es complètement folle, mais ça va pas la tête, mais tu vas te vautrer, mais c'est un carnage, mais tu es bête, mais tu es folle, mais c'est» et du coup, tu te ralentis parce que tu ne vas pas au bout de ce que tu as envie d'aller, enfin, au bout de là où tu as envie d'aller, tu vois? Le fait d'avoir été seule et ben et abandonnée quelque part, ça a été ma plus grande force parce que du coup, j'avais plus personne à écouter. J'avais que moi et en plus, ils me gonflaient. Les écouter, c'était tu vois? Donc je voulais écouter personne et donc bah, j'ai tracé ma route et j'ai fait tout ce que je voulais faire alors qu'on me disait: «Mais tu es suicidaire». Tu vois? Quand on a voulu mettre cette société en redressement, on nous a dit: «Mais dans 3 mois, vous êtes morts. Dans 3 mois, vous êtes morts, ça sert à rien de la mettre en redressement». C'est n'importe quoi. Reconstruis ta vie, ferme tout, redémarrer, partez et je disais: «Non». Et je resterai là, mais alors vraiment, je resterai là quoi que ça m'en coûte, quoi. Alors moi, j'aimerais que tu nous fasses la recette face caméra parce que là, on a Magali Berda, c'est pas donné à tout le monde. Donc on a quand même la plus grande star des réseaux. Donc là, tu es gentille, c'est quand même, je me suis fait plaisir pour mon podcast. Donc s'il te plaît, est-ce que tu peux faire face caméra la recette pour tous ceux qui nous regardent de la réussite? Est-ce que tu peux la donner? La recette de la réussite? Bah ouais, s'il te plaît. Alors la recette de la réussite, c'est vivre les plus gros échecs. Voilà, c'est, vivez vos plus gros échecs. Voilà, profitez de vos échecs, asseyez-vous, prenez des feuilles, des papiers. Moi, j'ai pas d'ordinateur. Prenez une feuille, un papier, faites-vous des notes et tous les échecs feront partie de votre réussite. Il n'y a aucune réussite sans échec, ça n'existe pas. Ça ne peut pas arriver. À moins que tu nais et tu as 3 000 000 $ sur ton compte. Là, bien sûr, tu réussis parce que personne verra tes échecs. Mais quand tu nais normal, moi, je suis née normale, avec rien, c'est-à-dire vraiment, eh bien, tu es obligé de te casser la figure pour réussir. Et donc j'ai eu un énorme échec, j'ai eu une énorme chute et j'aurai une énorme remontée et je la vivrai cette remontée et j'en serai fière, tu vois? Mais bien Donc sûr, tu vas nous la donc faire je ta la vis. remontada. Mais Non, bien on sûr. on est là, on est heureux. Tu vois, chaque petite, réussite, chaque petite, victoire que j'ai eue, que ce soit en justice, que ce soit dans la boîte, que ce soit des influenceurs qui reviennent, que ce soit c'était des victoires que j'ai mangées et que j'ai appréciées. Ça veut dire que je les ai senties passer. Avant, je les sentais pas passer mes victoires. Je sentais, j'étais contente, mais tu n'apprécies pas les choses de la même manière, tu vois? Tu as besoin de retomber à un moment donné pour remonter. C'est comme ça et toutes les grandes réussites de ce monde, toutes ont eu des échecs extraordinaires. J'ai le souvenir de tes anniversaires en couleurs, grandioses, mais tu étais absente. Il y avait un monde dingue et en fait, toi, tu étais pas là. Et en fait, là, tu es ancrée, tu es devant moi, tu es présente. J'ai tes yeux face à Ouais. moi, mais il y a une émotion d'ailleurs, je vois même des larmes qui s je t'ai jamais sentie aussi proche de moi que maintenant. Je sens en fait que même, tu vois, je te dis ta remontada, elle est proche. Je le sens, en fait. Merci. Non, merci si je te tiens une porte, Mais mais je non, me sens bien. je sens que là, ça y est. Mais nous, la remontada, alors remontada, tu sais, les gens, ils te disent: «Oui, tu es remontée, tu es revenue, tu es pas morte». Ils l'appellent un peu comme ils veulent. Moi, ce qui compte, c'est aujourd'hui d'être fière de moi et de me sentir bien. Et en fait, je m'aperçois que tous les matins, en ce moment, quand je me lève, il m'arrive quelque chose de positif. Peut-être me faire pleurer là. Tu vois? Non, c'est la vérité. C'est-à-dire que tous les matins, je me lève, il m'arrive un truc et je te jure et je regarde mes petites étoiles, tu sais, devant mon miroir et je dis: «Putain, mais merci, parce qu'aujourd'hui, tu m'as amené un truc». En fait et je me dis: «J'ai bien fait. J'ai bien fait de tenir, j'ai bien fait de pas céder aux conseils des gens». Alors justement, tes filles, elles ont vécu, tous ces moments de vie assez incroyables, on va le dire.
les jets, les trucs de dingue. Vous voulez aller là? Allez, parce qu'en fait, c'est ça que j'aime chez toi. Mmh. Tu as eu, le côté Kardashian à la française et tu as eu aussi, les moments, vous tu aimes les animaux, donc tu as aussi une ménagerie à la maison, les moments durs et aujourd'hui, hein, les moments, de vérité. Comment ça se passe avec tes filles? Parce que c'est dur, de tout donner et à un moment, bah, de dire: «Bon, bah, écoutez, là, ça va être un peu plus compliqué, il y aura plus, Ouais. mais vous allez avoir après ça sera mieux». Comment Bah, tu mes leur expliques filles, quand elles sont jeunes? mmh, elles, elles ont une forme d'intelligence, pardon, hein, je en tant que mère juive que je suis, elles ont une forme d'intelligence hors norme, mes filles. Non, mais elles ont pas le choix, c'est comme ça. C'est enfin, moi, j'ai été élevée à la dure, elles sont élevées à la dure aussi. C'est il y a pas, quand il y a pas, il y a pas. Il y a pas il y a pas il y a pas le choix. Je veux dire, on va se lever, on va aller travailler et on va se reconstruire. Mais quand, tu moi et c'est ce que je te disais, c'est que, tu sais, moi, ma fille Shona, elle a été déscolarisée très tôt. Très, très tôt. Donc elle a un parcours scolaire qui est, très compliqué. Elle a été en rupture scolaire, elle a été harcelée sur les réseaux sociaux, bref, elle a eu, des moments très compliqués. Et tu vois, ce qui est beau et c'est là où je me dis que j'ai réussi, c'est qu'une gamine qui est en rupture à ce point-là avec l'école, tu peux pas la traîner par les cheveux et l'amener à l'école, ce n'est pas possible. On a tout essayé, c'était compliqué. À un moment donné, je me suis dit: «Écoute ma fille, je ne ferai pas de toi une assistée. En fait, tu ne seras pas une assistée. Et c'est pas parce que tu es ma fille et que je t'ai apporté un confort, supérieur à beaucoup de gens, c'est vrai, que, tu vas, rester à la maison le matin et attendre te lever à 11 heures ou à midi. Moi, ma grand-mère, elle me sortait du lit, je t'explique, à 8h30, 9 heures max. Elle tape le week-end, hein, elle tapait, elle: «Allez, lève-toi, lève-toi, je c'est pas l'hôtel ici, c'est pas l'hôtel, tu te lèves. Allez, tu te lèves, tu viens m'aider». En fait, si tu veux, mais c'est des choses, voilà, j'avais pas envie de me lever, tu vois? Mais lève-toi, quoi. Et ma fille, elle est partie travailler et ma fille aujourd'hui, elle travaille, elle bosse, elle se lève tous les matins, elle rentre tous les soirs du travail. Elle a refusé de travailler avec moi parce qu'elle veut pas bosser avec moi, parce que, bah, c'est bah et je suis fière d'elle parce qu'elle cherche pas les avantages, elle cherche pas la facilité, tu vois? Et c'est là où je me dis: «OK, ma fille, j'en ai fait une guerrière. Il peut m'arriver n'importe quoi demain, elle saura se lever le matin pour aller travailler». Tu vois? Et pourtant j'ai acheté une maison, tu vois? J'ai mais elle attend pas après ça, quoi. Et c'est là où c'est une réussite pour moi et de me dire: «Ma fille, elle est intelligente». L'école, c'est attention, hein, je fais attention à la caméra, allez à l'école, faites les devoirs, c'est très important. Mais il y a ce On n'est peut pas être que ça, on peut être il y a autodidacte. autre chose. On peut être Il faut aller à autodidacte. l'école et il faut savoir se lever le matin pour aller bosser. Donc ce n'est pas tout d'aller à l'école parce que tu as des gens qui vont à l'école pendant 10 ans et qui, à la sortie de l'école, ne savent rien faire de leur vie et ont peur de tout et ont peur de la vie et s'angoissent pour tout et pour rien. Elle est aussi Tu allée à comprends? l'école de la vie aussi. Elle est allée et c'est ça. Donc mes filles, tout ça, ça leur a apporté l'école de la vie et aujourd'hui, je suis fière d'elles parce que je sais qu'elles sont capables de faire quelque chose de leur vie, tu vois? Sans m'attendre. Voilà. Alors justement, je t'ai demandé, dans le principe de ce podcast, de venir avec, un objet, quelque chose qui évoque, un moment fort pour toi, une émotion, qu'est-ce que tu, as pensé à quoi? Est-ce qu'il y a quelque chose en Alors, particulier? je t'ai amené, des photos, voilà. Ah tiens! Alors attends parce que Parce que moi, tu vois, c'est le moment fort, c'est cet endroit, ce lieu c'est qui mes pour moi est filles. chargé en émotions. Tu as des photos, moi, tu vois, c'est il y a mes chiens, mon Ah chat, ouais, alors toi, c'est, moi, c'est mes filles, ah bah voilà, déjà. j'aurais pu amener mes enfants. Voilà. Tu belle! Ah Donc bah voilà, avec tes princesses. voilà, voilà. Donc Ça, ça, c'était c'est où? mes poupées. Ça, c'était au Molitor, on avait fait un shooting au Molitor. D'accord. C'est, une des rares photos que j'ai avec mes 3 filles parce que mes filles détestent les photos, elles détestent s'exposer, elles détestent, faire des photos, on est toutes les 4, elles détestent ça, voilà. Elles ont, je pense, un rejet de tout ce qui est, Bon là, vous êtes en famille. et là, c'est une photo, où je les ai les 3 avec moi et elles sont à côté de moi et derrière moi, tu vois? Ça veut dire beaucoup de choses. Là, vous êtes Donc, ensemble. elles sont, voilà, elles sont avec moi. Elle est très, très belle cette photo, tu es magnifique. Bah, elles sont magnifiques. Vous êtes belle, une belle Et j'ai famille. 3 filles du même père, hein, mais totalement différentes les 3. Si tu remarques, elles ont un truc chacune, tu vois? Elles ont un piquant, différent les unes des autres. Je suis très fière de mes filles. Mais je sais et c'est bien. La Voilà, famille est importante chez ouais, toi, c'est important. ça et là, c'est mon mari.
Et alors, Voilà, je c'est tiens à le dire, parce mariage. que tu m'avais invitée Ouais, d'ailleurs au ouais, c'est mariage, vrai. mais j'ai pas pu Bah venir, mais oui. tu m'avais invitée et ce mariage, tu m'avais envoyé la vidéo, cette robe, Merci, ouais, tout était d'une élégance. merci. Je tiens à le dire, elle est très belle cette photo. Bah, j'ai Il est été, là le mari, ouais, il est caché derrière la caméra, il est jamais loin de il moi. est il est il est il est pas très loin, il est là. Parce que cet endroit et voilà, ce Bah, tournage, ça, c'est, il c'était à veut que Tel tu te Aviv, sentes c'est bien. ouais, c'est en Israël, on s'est mariés en Israël et c'est vrai que c'était un endroit qui était très important pour nous et c'était, on a en plus, c'était, au bout en fait, si tu veux, quand je vivais mon cyberharcèlement, où j'étais au plus bas, vraiment, et mon mari m'a fait une demande en mariage à ce moment-là, tu vois? Et j'ai dit: «OK, on va se marier, on va se marier, on va se marier». C'était notre seul moment de en fait, je sais pas comment t'expliquer. On était encore en plein dans le cyber, tu vois? Mais on a coupé, quoi. Ce mariage, il m'a apporté, Un moment de renouveau. ouais, un moment de bonheur où je me suis dit: «OK, j'ai le droit, quoi, moi aussi, enfin, Bah c'est oui. top, quoi». Et du coup, je suis C'était allée quoi, voir une renaissance? c'était un aboutissement. En fait, c'était l'aboutissement de c'était pour nous un moment de s'évader de tout cet enfer qu'on a vécu, pendant ces 2 dernières années. Donc, tant sur, mon mari qui a perdu sa sœur, moi, aussi, bah, tout ça, toutes ces histoires, j'avais perdu ma grand-mère aussi, tu vois, la même année que ma belle-sœur. Donc ça a été une année très, très compliquée et après on a enchaîné avec Booba. Donc c'est on n'avait pas eu de répit, tu vois? Pas eu de repos, pas de répit, psychologique, ça a été très dur et on était dans un combat, tous les matins et là, ben, on est partis se marier, quoi. Tu vois, c'est un peu une folie parce que tout le monde a dit: «Mais c'est pas le moment de faire ça et puis votre mariage, il est trop grandiose alors que vous avez plus d'argent et nin-nin-nin et nanana». Et en fait, ben, déjà, on a eu la chance, grâce à mon travail, de trouver beaucoup de partenariats. Mais moi, j'en ai pas honte, je l'ai toujours assumé. Heu, ça a donné beaucoup de visibilité, beaucoup de lumière à des gens qui se défoncent au travail et qui m'ont fait ce mariage qui a été extraordinaire, qui m'ont mis en princesse et ça leur a apporté de la lumière à la hauteur de ce qu'ils m'ont apporté et qui a fait que ce jour a été, spectaculaire, tu vois? Tout le monde en a parlé, c'était incroyable parce que le mariage était ouf, c'était ouf. Alors justement, alors franchement, sincèrement, il était incroyable. Parce que Ouais. moi, quand j'ai vu, j'ai dit: «Mais c'était d'une élégance. Mais Tu tu sais que je n'ai étais, rien mais canon!» je n'ai rien fait. J'ai eu des organisateurs, c'est Ariela Taya, elle s'appelle. Moi, ça m'a donné envie de me marier. Ah J'ai non, dit: c'est «J'ai envie de me marier, je veux être une princesse». C'était une main de digne maître, digne d'un Disney. une main de maître. Ah ouais, non mais Elle canon. m'a fait un mariage de A à Z. Je t'explique, je suis arrivée à mon mariage, je ne savais même pas ce qu'il allait avoir. Je ne savais pas. Sérieux? Ah, je te jure. Elle m'a tout fait. J'ai parlé beaucoup avec elle. Moi, j'aime ça, moi, j'aime pas ça, moi, j'adore ça et Et elle la m'a tout robe? la robe, je l'ai eue chez Sima Couture, qui est, une femme incroyable, Sima Couture, qui a un magasin de robes, qui est au-delà d'un Même ça, tu l'as pas elle choisi? si, les robes, je les ai choisies avec elle, D'accord. mais j'ai eu que des femmes fortes autour de moi pour ce mariage. Sima Couture, Ariella, c'était un ensemble de personnes qui m'ont apporté beaucoup. Puis il y a eu plein de petits artisans qui m'ont par exemple, ils m'ont fabriqué des bougies, tu vois? Des trucs que je demandais même pas. «Bonjour Magali», je recevais des messages: «Voilà, moi je suis créatrice de ça, je voudrais te fabriquer ça pour ton mariage, est-ce que tu serais d'accord en échange de visibilité?» Et alors je disais: «Oui» parce que ça c'est j'ai enfin, tu vois? C'est: «Ouais, OK, cool» et en fait, on a fait un mariage spectaculaire. Oui. Tu vois? Et ces gens-là sont des anges parce qu'ils m'ont apporté du bonheur, ils m'ont apporté du réconfort, ils m'ont fait un truc spectaculaire, extrême. Et alors, Toute ma vie extrême. voilà, toute ta vie, Ouais. quand tu regardes en arrière comme ça, Mmh. tu dirais quoi à la Magali d'il y a 10 ans? Je dirais, bravo. Bravo, bravo. Et alors, tu dirais quoi et tu te verrais comment dans quelques années? Dans quelques années, je me verrai, au calme, au calme. J'aimerais avoir terminé toutes ces procédures judiciaires, tous ces trucs, fatiguée, mais je pense que ça fait la vie, malheureusement du monde des affaires. Quand je regarde autour de moi, tu sais, je regarde, je vois ces hommes d'affaires qui finalement sont eux aussi sous le coup de plein d'enquêtes, plein de choses et ça fait partie du monde des affaires. C'est comme ça, tu brasses, tu fais du bruit, les gens parlent, les gens s'inventent des vies, les gens racontent des histoires à leur sauce. Donc il faut constamment te défendre ou pas te défendre, enfin attendre, enfin tu vois? C'est comme ça. Tant que je ferai du business, tant que je serai, entrepreneuse, tant que j'aurai, la volonté de
Je pense que ce sera comme ça. Mais maintenant, j'ai accepté. Alors je suis prête et peut-être dans 10 15 ans, ben, tu sais, j'ai 43 ans, hein, donc j'aurai 55 ans, 60 ans. À un moment donné, je me dirai: «Bon, on va peut-être se reposer un peu là, hein». Et c'est quoi ton prochain combat? Mon prochain combat, c'est l'international, hein. J'ai commencé d'ailleurs déjà, hein. J'ai commencé, on est bien là, on est content. On t'arrête plus. Non, 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 c'est cool. C'est cool parce que je découvre plein de choses et je dépasse mes limites, tu vois? Et aujourd'hui, je me dis: «Je m'en fous de ce que les gens pensent, j'ai rien à prouver, quoi». Tu vois? Mais j'en ai vraiment rien à faire. C'est-à-dire que vraiment là, j'ai envie d'aller, au-delà des frontières, mais de France. C'est encore plus beau. Parce que quand tu es en France, tu sais, tu as ce côté, où les gens, ils parlent, ils aiment pas, ils sont, pleins de bons conseils qui sont, des conseils horribles. Ils sont pleins de bonne morale. Tu sais, je les appelle les bien-pensants, moi. Faut avancer, quoi. Faut se dépasser, c'est ça qui est excitant. En tout cas, tu me donnes de la force à plein de gens. Merci, c'est Tu es gentil. inspirante. Merci beaucoup. Tu l'étais déjà et tu vas, comme disait la chanson, va au bout des rêves. En Ouais, tout cas, tu en as plein, je suis sûre. merci. Et moi, je n'ai aucun doute sur le fait que tu vas les attraper, hein. Tu les lâcheras pas. C'est gentil. Et tu nous emmènes avec toi? Ouais, allez, viens. Bah, moi, moi, Toi, je sais que tu es une guerrière aussi, tu pars. je viens avec toi. Ça va? J'espère que Magali vous a inspiré autant qu'elle m'a inspirée, hein. Si cette émission vous a plu, je vous donne rendez-vous, pour un prochain numéro et en tout cas, restez avec nous, continuez à avancer, hein, comme Magali. J'espère que vous aussi, vous allez être métamorphosés par cette émission et que ça vous aura donné envie de continuer à vous battre, à avancer comme elle l'a fait, comme elle continue à le faire. Rendez-vous très bientôt pour un nouveau rendez-vous. Merci.